Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. Tu es la petite Marilyn, moi je suis ton Miller, hein? Non, pas Arthur, plutôt Henri, spécialiste de hardcore. La beauté cachée, délai, se voit sans délai. Yeah. La beauté cachée, délai, se voit sans délai. Et oui, la beauté cachée délai se voit sans délai, André Berkoff. Enfin, faut faire avec ce qu'on a. La sale gueule, mais on n'y peut rien. D'ailleurs, nous les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde, chante Gainsbourg dans cette chanson, André. Il disait aussi la laideur est supérieure à la beauté car elle dure plus longtemps. Et bien, aujourd'hui, sur Sud Radio, André, nous allons faire l'éloge des moches. Et oui, et je citerai la réplique immortelle de Winston Churchill à Lady Astor qu'il connaissait, mais il s'envoyait des vannes en permanence. Et un soir, Lady Astor est là, elle dit « Winston, comme d'habitude, vous êtes saoul ». Il dit « Oui, Lady Astor, je suis saoul, mais demain je serai sobre et vous serez encore laide ». Churchill, alors voilà. Et puis alors ce livre, je l'ai reçu et j'ai trouvé vraiment une très belle idée. Éloge des moches. On se dit mais qu'est-ce que c'est ça, éloge des moches? Il va encore. Pierre-Louis Lancel se fiche des moches. Pas du tout. C'est que dans l'histoire, vous imaginez de Sainte-Beuve à Klaus Nomi, en passant par Albert Jugon, Mickey Rooney, Jeanne de France, Toulouse-Lautrec, Georges Danton, Charles de Jane Barnet, Anne de Clèves, la princesse de Clèves, eh ben écoutez, c'était des gens qui frappaient surtout par leur physique et leur physique disgracieux. Eh ben ça n'empêche pas qu'ils ont été chacun à leur manière des gens qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire de France et du monde. Et c'est un livre passionnant parce qu'il dit voilà. Et ça donne un espoir à tous ceux qui se pensent disgracieux, qui se pensent mal aimés ou qui ont eu un héritage. Vous savez, ça me rappelle toujours Alice Sapritch qui disait j'ai les mêmes cellules que Brigitte Bardot, mais elles ne sont pas réparties de la même manière. Donc voilà, c'est bien. Et je trouve que Pierre-Louis Lancel, vraiment, il y a 11 récits dans ce livre, dans ce Éloge des moches paru chez Perrin. C'est passionnant, Céline, parce que ça raconte des histoires et où, effectivement, la laideur joue un rôle pas négligeable du tout. Et oui, à propos de la laideur, donc Pierre-Louis Lancel écrit ceci: la laideur trop souvent insultée, paresseusement regardée avec une pitié dangereuse ou effacée dans un déni hypocrite s'inscrit dans un ensemble qui la dépasse, l'individualité, André Berkoff. Nous allons parler dans un instant sur Sud Radio. Il est notre invité aujourd'hui. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Elle est optimiste, Zazie, là. Oui, effectivement, mais la négation de la laideur, la condescendance, la moquerie, la pitié stérile, André Berkoff, voilà comment notre époque envisage fréquemment la mocheté. Et c'est ce que décrit dans son livre Pierre-Louis Lancel, qui est notre invité. Bonjour à vous et merci d'être avec nous alors sur Sud Radio. Bonjour. Vous publiez Éloge des moches chez Perrin, un livre très passionnant dans lequel vous racontez comment au fil des siècles, des personnages célèbres ont réussi à relever le défi de leur disgrâce physique, jusqu'à parfois le triomphe. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur ce sujet ? Alors, je dirais qu'il y a deux choses principales. La première raison, c'est que je travaille moi-même, j'écris beaucoup de récits de radio, etc. Et je suis amené à lire beaucoup de biographies historiques. Et à chaque fois, je suis frappé par l'importance du physique dans les destinées, dans les itinéraires historiques. On a tendance à dire que ça ne compte pas. Je crois au contraire que c'est extrêmement important. Personne ne connaîtrait le nom d'Audrey Hepburn si elle n'avait pas été aussi belle. Personne ne connaîtrait Madame de Pompadour si elle n'avait pas été aussi belle. Et on peut donner comme ça des tas d'exemples. Et la deuxième raison, c'est justement cette espèce de déni qu'il y a autour de la laideur. On entend partout que personne n'est laid, que tout le monde est beau. Et moi, ces propos me fatiguent un peu en réalité. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à s'intéresser à la laideur parce que les disparités entre les individus sont un signe de finalement la condition humaine. Et dès lors, c'est un sujet de réflexion passionnant. Et j'ai choisi de m'y intéresser.
Et oui, donc vous introduisez votre livre avec cette célèbre pensée de Blaise Pascal, le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, la face de la Terre aurait été changée. C'est vrai, André Berkoff. j'ajouterais Oui. ce que disait merveilleusement Prévert, s'il y avait eu le nez de Cléopâtre dans la vessie de Cromwell, là la face du monde aurait vraiment été changée. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que le physique, en fait, ce que vous dites, et par rapport à vos lectures historiques que vous avez fait, ça change vraiment, c'est un critère très important, essentiel. Oui, c'est un critère très très important. Et pensons par exemple à la politique, dans l'univers politique. Les grands hommes politiques ou les grandes femmes politiques d'ailleurs sont des incarnations. Elles ont un corps et elles l'utilisent. Et on voit à quel point ça compte dans le domaine politique. Et bien de la même façon, dans le domaine historique, la façon dont les individus interagissent ont une très très grande importance. Et on voit très très bien des destins se faire parce que à un moment, quelqu'un paraît dans une pièce et fait impression, on va l'écouter plus qu'un autre parce qu'il est beau, ou alors, parfois, on va l'écouter un petit peu plus parce qu'il est laid. C'est le cas contraire, ça existe. C'est vrai, oui. d'ailleurs, il n'est pas dans votre livre, mais l'un des exemples contemporains le plus fort, c'est Kissinger. Oui, tout à fait. On ne peut pas dire qu'il était beau, hein. Il était d'une laideur assez spéciale. Mais vous savez ce qu'il disait, juste un mot, on disait, mais enfin, écoutez, Henry, bon, on ne peut pas dire que vous avez un physique, et vous le savez très bien, particulièrement gâté, mais vous avez énormément de jolies femmes autour de vous. Il dit oui parce que le pouvoir est aphrodisiaque. Alors, il y a ça, et il y a le charisme qui dépasse le seul physique. C'est vrai. Et il y a beaucoup de laits qui sont charismatiques. On entendait tout à l'heure Serge Gainsbourg, je crois qu'il en a énormément joué, et il a été l'amant de Brigitte Bardot. Bien sûr. Donc, voilà, il n'y a pas de règle, et c'est très rassurant. Oui, absolument. Alors le premier personnage de votre livre, c'est le grand critique donc Sainte-Beuve. Alfred de Vigny a dit de lui, c'est un crapaud qui empoisonne toutes les eaux dans lesquelles il nage. Un basset à jambes torses, et Victor Hugo l'a surnommé Sainte-Bave. Pourquoi a-t-il suscité autant de haine ? Mais sans doute parce que au départ, il ne s'aimait pas lui-même. Et le fait de pas s'aimer soi-même, de mal se vivre physiquement, eh ben ça transparaît et ça, quelque part, ça prête le flanc. Or, dans un monde extrêmement concurrentiel qui était le monde des écrivains du début du 19e siècle, il avait une intelligence prodigieuse, Sainte-Beuve. Personne ne lisait aussi bien que Sainte-Beuve. Je sais sans doute que d'autres personnes écrivaient mieux que Sainte-Beuve, mais personne ne lisait aussi bien que Très grand critique. Très, très grand critique. Eh bien, dans ce monde concurrentiel, évidemment, le fait d'être mal dans sa peau, eh ben, ça devient quelque chose qu'on peut attaquer. Et ses concurrents ne s'en sont pas privés. Et oui, et donc effectivement, vous le dites, il n'a absolument pas assumé sa laideur, mais du coup, comment il a réussi à séduire la fameuse Adèle Victor Hugo, la femme de Victor Hugo? Il n'avait pas son génie, dites-nous, racontez-nous. Non, il n'avait pas son génie, mais il avait quand même un certain génie. Mais au-delà de ça, quand il devient ami avec le couple Hugo, ils ont tous la vingtaine, etc. Ils se rencontrent parce qu'ils sont voisins et qu'il y a une admiration mutuelle pour les écrits des uns et des autres. Quand ils se rencontrent, Sainte-Beuve a d'abord une espèce d'admiration totale pour Victor et il ne voit que lui. Mais petit à petit, il s'intéresse beaucoup à Adèle. Et ce qui l'intéresse beaucoup chez Adèle, c'est c'est une mère de famille. C'est une espèce d'eau calme, ou de fausse eau calme, avec une espèce de tourbillon intérieur qu'il perçoit très bien parce qu'il est extrêmement psychologue. Et surtout, il voit à quel point Adèle est délaissée par Victor. À quel point Victor est accaparé dans toutes les querelles romantiques, etc. Et Victor ne se méfie pas de son ami Sainte-Beuve, aussi sans doute parce qu'il est laid. Et il n'y a aucun problème à laisser sa femme avec cet ami moche. Il pense pas du tout qu'il y a un danger. Mais en réalité, Sainte-Beuve, en étant moche, en fait, il développe, j'allais dire une stratégie de moche. C'est un petit peu trivial comme expression, mais c'est assez vrai quand même. C'est-à-dire que comme il est proche, il est dans l'intimité d'Adèle, eh ben, elle, je crois qu'elle se rend compte que enfin quelqu'un l'écoute, enfin quelqu'un la regarde. Et ce qu'il donne, Sainte-Beuve, il ne l'impose pas comme le ferait un bel homme ou un homme très charismatique. Parce que la beauté s'impose à l'entourage. Et ben, la laideur, elle crée une forme de dépression qui attire aussi à soi. Et lui, il l'a parfaitement compris. Et donc, il est entré dans une entreprise de séduction. Et ce qui paraissait impossible est devenu vrai. Il a séduit Adèle Hugo. Oui, il l'a séduit et il a révélé effectivement son amour pour Adèle par écrit à Victor Hugo. Il lui a dit ceci, il y a en moi du désespoir, de la rage, des envies de vous tuer, mais pardonnez-moi quand même ces horribles mouvements. Il n'a pas osé lui dire En fait, il a vécu un tiraillement terrible entre son amitié profonde et son admiration quasi religieuse pour Victor Hugo. Et à côté de ça,
son amour et son attirance charnelle pour Adèle. Et c'est terrible de se retrouver dans cette situation. On est vraiment dans un vaudeville, mais un vaudeville d'élite. Ce n'est pas lui qui l'a dit à Hugo. Ils en ont parlé. Il y a eu un aveu. Et puis il y a révélé, oui, il y a eu un aveu et il y a eu cette lettre terrible où Sainte-Beuve écrit à Victor qu'il a envie de le tuer. Alors évidemment, tout ça est littéraire, tout ça, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. Et là, Victor, c'est assez terrible, c'est que encore une fois, il passe l'éponge et il lui dit ils sont tellement amis qu'il est tout à fait prêt à lui pardonner, qu'en gros, ils vont trouver une solution. Sauf que la solution, elle peut pas être trouvée. Surtout que Adèle va finir par craquer et que la relation va devenir charnelle. Et oui, et on pourra parler par la suite d'un vrai duel entre deux. Ils étaient vraiment rivaux à la fin. Tout à fait. Et après, ils se sont égratignés par écrit interposé, etc. Il a failli avoir un duel entre les deux. Ça a été empêché, mais ça a failli avoir lieu. Enfin, et après, il y a eu un duel évidemment littéraire. Et il y a des tas de scènes cocasses dans ce Paris de la première moitié du 19e siècle. Par exemple, c'est Victor Hugo qui accueille Sainte-Beuve à l'Académie française. Donc, scène cocasse entre toutes. Oui, ironie du sort. Ironie du sort, c'est absolument terrible. Cocu et cocasse, on peut dire. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, scène ils sont un petit peu coincés dans leur élégance aussi. Ils sont un petit peu obligés de rester un peu dignes. En tout cas, vous dites que de Sainte-Beuve, que la laideur a été en quelque sorte pour lui une voie vers le sublime. En quoi l'a-t-elle réellement été? Alors, de deux manières. D'abord, d'un point de vue personnel, parce que dans cette séduction d'Adèle, dans cette découverte qu'il peut être aimé, parce qu'on en était là, il se rend compte tout d'un coup qu'il peut être aimé par une femme. Lui qui souffrait, qui ne fréquentait que des prostituées, tout d'un coup, il se rend compte de ça. Donc ça, il y a quand même une sublimation de soi. Et au-delà de ça, il y a ce deuxième aspect qui est l'aspect littéraire, parce que le combat de Sainte-Beuve, le combat aussi physique de Sainte-Beuve, est devenu une muse littéraire. Et on retrouve dans son roman le plus célèbre, Volupté, il y a tout à fait cette cheville, j'allais dire, littéraire, où on voit quelqu'un qui est mal à l'aise avec soi, qui petit à petit se transfigure. Eh ben, il l'a vécu. Et oui, et dans votre livre, effectivement, vous rappelez que la laideur a eu une place à part dans l'œuvre de Victor Hugo. Rappelons notamment ce film L'homme qui rit, l'histoire est incroyable. Oui, alors en fait, il y a trois grands personnages de lait chez Victor Hugo. Le bossu de Notre-Dame. Et évidemment, Quasimodo, c'est celui auquel on pense le plus, parce que c'est le plus connu des trois auxquels je voulais faire référence. Il y a Triboulet. Aussi, donc le bouffon, et de même, Triboulet a une fille extrêmement belle et elle est victime de sa beauté. Là aussi, il y a toujours, Victor Hugo adore jouer avec les contraires et les antithèses, c'est bien connu. Et enfin, il y a Gwynplaine. Et Gwynplaine, donc le héros de L'homme qui rit, c'est celui qui m'a le plus intéressé parce qu'il y a une vraie résonance avec ce que j'essayais de raconter. Gwynplaine, c'est un homme qui a été défiguré pendant l'enfance. Et il va être aimé par une femme aveugle. Là encore, on est dans du Victor Hugo. Et c'est magnifique. Et de la même façon, Sainte-Beuve a été aimée par une femme qui a appris à le voir autrement. Et ça, c'est assez formidable. Et ils en ont tous tiré effectivement une force, on peut dire. Ils en ont tous tiré une force et en même temps, ils en ont tous été une création. Voilà. Et ils ont tous été assez malheureux à la fin. C'est quand même assez triste comme histoire. Alors, parlons à présent d'une grande figure de la Révolution française qui, à l'inverse donc de Sainte-Beuve, à ses débuts, a vraiment assumé sa laideur. C'est Danton. On a dit de lui qu'il avait une figure repoussante et atroce et qu'il était d'une laideur séduisante. À quoi ressemblait-il vraiment, ce Danton, alors Sainte-Beuve, il est souvent... Danton. Danton, parce que laideur séduisante, c'est intéressant. Oui, mais Danton, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le charisme fait homme, mais un charisme animal, un charisme terrien. D'ailleurs, ses contemporains le comparent très très souvent à un taureau, à un cerbère, à des images comme ça très fortes, très animales, très très incarnées, parce que c'est son génie à Danton. C'est comme ça d'ailleurs qu'il se fait connaître dans la Révolution. Il met en jeu son corps et il le fait paraître. Et il entre dans une pièce, immédiatement on le voit, immédiatement on l'écoute. On est d'accord ou pas, ça peu importe, mais il a l'attention de la pièce. Et il en joue, et son fameux discours sur l'audace, c'est exactement ça. À un moment de grand péril pour la Révolution, il apparaît à la tribune, et il lance cet énorme discours sur l'audace, et parce qu'il incarne ce discours, parce qu'il est une force de la nature, parce qu'il est une laideur extraordinaire, eh ben, on le croit. Et à ce moment-là, les révolutionnaires en avaient bien besoin.
Et oui, s'il n'avait pas eu ce physique, est-ce qu'il l'aurait réussi, Danton ? Eh bien, sérieusement, j'ai un doute. Parce qu'évidemment, son intelligence a beaucoup compté et c'était loin d'être un idiot. Mais il a tellement joué sur son physique à des moments décisifs que je crois vraiment que ça a compté. Et il y a une phrase de Charlotte Robespierre, la sœur du fameux Robespierre, qui dit que les discours de Danton perdaient beaucoup à être lus. Je crois que ça, c'est un vrai hommage à rendre à son physique. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit là pour incarner ce qu'il disait. Ouais. C'est comme ça que ça marchait. Et oui, il y avait un vrai décalage entre le physique de Danton et Robespierre. Oui, alors ça c'est un des couples maudits de la Révolution française. Ils sont amis très longtemps d'ailleurs, mais ils sont extrêmement différents. On peut difficilement faire plus différent. Et là où je présentais Danton comme un animal, comme une force terrestre, terrienne, on a à côté ce Robespierre qui, lui, est à peu près tout le contraire, qui est tout propre, il faut qu'il soit poudré, il faut qu'il soit bien mis, etc. Il supporte pas ce qui est négligé. Et les voir l'un à côté de l'autre, c'est assez passionnant parce que c'est deux manières d'incarner la révolution, en réalité. Oui. Mais Robespierre qui était très ascète, qui était très, effectivement, pas puritain, mais enfin... Oh, oui, c'est une forme, on peut dire, de puritanisme. En tout cas, c'est une présomption personnelle, narcissique, d'incorruptibilité. Mais est-ce que Robespierre, juste un mot, était beau ou laid ? Alors, ça dépend un petit peu des témoignages. C'est un petit peu difficile de le dire. Moi, je pense qu'il était dans une moyenne, en réalité. Dans une moyenne, absolument. Mais les deux ont été des séducteurs. Sauf que Robespierre n'allait sans doute pas au bout. N'allait pas au bout, lui, non. Alors que Danton, lui, était un jouisseur. Mais Robespierre a attiré les femmes. Oui. Des femmes, en tout cas. Et oui, Le pouvoir et le charisme. Il avait une forme de charisme, ce charisme d'incorruptible. Ça existait. En tout cas, avant d'être guillotiné à 34 ans, Danton dira à son bourreau, surtout, n'oublie pas de montrer ma tête au peuple, elle est bonne à voir. Oui, c'est un dernier défi physique. Mais dites-moi, elle est bonne à voir ou elle en vaut la peine ? Alors, il y a les deux versions. Il y a les deux, en fait, Il y a deux versions qui existent et bon, après, on choisit. Les deux sont cités régulièrement et donc voilà, difficile à dire. Mais finalement, peu importe, ce qui est important, c'est que à ce moment-là, alors qu'il monte sur l'échafaud, qu'il sait très bien qu'il va mourir dans très peu de temps, et bien encore une fois, il pose un défi physique, tout en étant extrêmement courageux et tout en étant extrêmement humain. Un témoin raconte aussi qu'il a une pensée pour sa femme, pour ses enfants, qu'il a un moment de faiblesse. Et pourtant, il y va comme ça, avec cette force, avec cet élan physique de taureau dans l'arène. Il est très impressionnant. On peut en penser ce qu'on veut par ailleurs, politiquement, je sais pas, ou sur la vie, est-ce qu'il a été corrompu ou pas, etc. Il y a des tas de questions autour de lui. Mais en tout cas, physiquement... Il avait conscience de ça, les deux ou de ça, ou pas ? Je pense qu'il en a énormément joué. Il a très vite compris qu'il interpellait. Voilà. Et ça, quand dans le chaudron révolutionnaire où il est très difficile de se distinguer, ça l'a énormément aidé. Et oui, son apparence, on peut dire qu'elle était vraiment hors norme. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Un peu animal. Eh oui. Pierre-Louis Lancel, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et nous allons poursuivre donc notre éloge des moches. À tout de suite, on revient dans un instant. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et oui, l'iconique Judy Garland sur Sud Radio. Elle était encore méconnue quand elle a partagé l'affiche de plusieurs films avec l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood dans les années 30, Mickey Rooney. Lui et elle avaient un physique éloigné des canons de la beauté classique. C'est ce que vous racontez dans votre livre, Pierre-Louis Lancel. Oui, c'est un couple de jeunes acteurs, d'acteurs adolescents qui tout d'un coup explosent complètement à la fin des années 30 et ils deviennent un peu les amis de toute l'Amérique. Et par rapport à Mickey Rooney, donc qui était cet autre acteur, pareil, adolescent, qui était tout petit, qui avait un visage un peu étrange, mais avec beaucoup de charme, un charme adolescent, un peu gros quand même. Alors pas au début, pas mais bouffi, non, après il le devient, mais bouffi, oui. Oui, mais quand il est adolescent, il a plutôt quelque chose de rigolo. Enfin voilà, et
immédiatement, on a envie d'être son copain, quoi. Et surtout dans cette Amérique rooseveltienne qui était à la recherche de repères un peu sains, un peu... Enfin, voilà. Et or, on oublie souvent qu'en 1939, qui est vraiment l'année bénie du cinéma américain, avec tous ces films extraordinaires, Autant en emporte le vent, Le Magicien d'Oz qu'on vient d'entendre, et ben dans cette année-là, cette année bénie, l'acteur le plus aimé aux États-Unis, ça n'est pas Errol Flynn, ça n'est pas Clark Gable, ça n'est pas Gary Cooper, donc ce sont pas tous ces acteurs extrêmement beaux, c'est Mickey Rooney, parce que c'est le bon copain. Ça. Et pourtant, il a ce physique un peu étrange, un peu atypique, d'enfant attardé. Mais il a énormément de charme. Surtout au milieu, comme vous voyez, des stars fabuleuses que vous citez, qui étaient des beaux comme ça. Voilà, qui avaient une présence à l'écran extraordinaire. Enfin, mais lui aussi avait une forme de présence, mais une forme justement différente. Et oui, différent, effectivement. Et ce qui est incroyable, c'est que quand il était au sommet de sa gloire, donc dans les années, à l'été 41 précisément, il va rencontrer une jeune inconnue de l'époque, Ava Gardner, donc l'une des plus belles femmes du monde. Il va réussir à la séduire et même à l'épouser très rapidement après la rencontre. C'est incroyable. C'est une histoire extraordinaire. Oui, c'est incroyable. Ava Gardner, on lui fait visiter, elle arrive, elle est toute débutante, elle arrive de Caroline, je crois, et on lui fait visiter le studio, la MGM. Et on lui dit, ah, regardez, là, il y a un film qui est en train de se tourner avec Mickey Rooney et Judy Garland. Et donc, elle a très envie de voir. Et évidemment, quand elle marche dans le studio, tout le monde est bouche bée. Enfin, c'est difficile d'être autrement. C'est l'une des femmes les plus belles de l'histoire du cinéma. L'idole de mes 15 ans. Et on lui présente Mickey Rooney. Et Mickey Rooney, lui, pour les besoins d'une séquence dansée et chantée, il est déguisé en Carmen Miranda, donc en danseuse exotique. Il a du rouge à lèvres, il a des talons. Enfin, c'est totalement improbable. Et il l'invite à dîner très très vite. Elle finit par accepter, parce qu'elle est pour l'instant, elle est très sage. Ava Gardner, elle le saura pas toujours, mais pour l'instant, elle l'est. Et il va comme ça entrer dans une entreprise de séduction. Sans arrêt, elle va lui dire non, Mickey, pas trop vite, pas trop loin. Mais il n'empêche qu'ils sont très vite mariés. Et on a comme ça ce couple très très étonnant. Mickey Rooney qui à l'époque est l'immense star, et cette petite starlette encore inconnue qui va devenir Ava Gardner. Eh oui, mais la belle histoire ne tiendra pas parce que lui, en fait, il va vraiment avoir un comportement de mufle avec elle. Il est terrible, il est terrible. Parce que c'était une immense star qui n'avait pas vraiment de barrière. Donc, il buvait, il jouait. Par exemple, il a passé... Ça, on est très étonné quand on lit ça. Il le raconte lui-même dans ses mémoires. Il passe sa lune de miel, alors qu'il est avec Ava Gardner. Il passe sa lune de miel à jouer au golf. Et il la laisse toute seule et les deux racontent ça, donc on a vraiment les deux sons de cloche. Il paraît assez clair que ça s'est passé comme ça. Donc on est très étonné de cette désinvolture de ce petit acteur qui avait l'impression qu'il serait une star pour toujours. Et pourtant, son charme adolescent que j'évoquais tout à l'heure, il passe pas vraiment l'âge adulte. Et quand il est adulte, il devient un peu moche. Et là, il va falloir qu'il survive. Alors qu'à Hollywood, on n'écrit pas tellement des rôles pour les moches. Et oui, c'est-à-dire que oui, vous le racontez, effectivement, il avait 40 ans et le cinéma ne faisait pratiquement plus appel à lui. Comment il va vivre ce rejet, justement? Il le vit très très mal. Il essaye de se battre. Et c'est ça qui m'a plu dans sa personnalité, alors qu'il se perd complètement dans tous les excès, qu'il devient quelqu'un d'exécrable. Vraiment, il y a des scènes atroces. C'est vraiment pas quelqu'un de sympathique. Mais ce qu'on peut trouver extraordinaire chez lui, c'est qu'il s'accroche. Jamais il ne lâche. Il essaye de jouer dans des tas de films, etc. Même des films minables. Même des films complètement minables. Ou alors parfois il joue dans des bons films, mais il a des rôles terribles. Par exemple, il joue dans Breakfast at Tiffany's avec Audrey Hepburn, que je évoquais tout à l'heure. Et il a le seul rôle qui est vraiment la faute de goût du film. Il joue une espèce de japonais. Rien ne va dans ce rôle. Et voilà. Mais il continue de s'accrocher jusqu'à avoir une espèce de renaissance dans les années 70, après 7 ou 8 mariages, et il a une espèce de renaissance et il va avoir un Oscar d'honneur. Hollywood va enfin le reconnaître, alors que Hollywood avait tendance à le juger vraiment de haut et à estimer qu'il était complètement perdu. Et rappelez-vous, l'Oscar d'honneur au bout de 90 ans, c'est Charlie Chaplin. Oui, par exemple. Alors, a rendu hommage bien alors, tard. Charlie Chaplin, il y avait des raisons assez complexes. Absolument. Mais en tout cas, Mickey Rooney, lui, il y a aussi une histoire physique là-dedans. C'est-à-dire que quand il a 70 ans, il a de nouveau... il peut de nouveau avoir des rôles un peu pour lesquels on écrit à Hollywood. Il devient un papy un peu sympathique. Et voilà, là, il peut rejouer des rôles.
Et il va continuer de jouer comme ça jusqu'à quasiment sa mort en 2014. Donc il a commencé dans les années 20. Oui, il est mort il y a 10 Et ans. il est mort il y a à peine 10 ans. 10 ans. Donc c'est une des carrières. Il était mort bien avant. C'est une des carrières les plus longues de l'histoire du cinéma, alors qu'il avait un physique totalement différent. Mais c'est peut-être parce qu'il avait un physique différent aussi. Oui, exactement. On l'a pas oublié. Les Américains ne l'ont pas oublié. Ce qui est extraordinaire, effectivement, dans son histoire, c'est qu'il a réussi à faire de son physique, effectivement, un moteur et un allié, et ce, à l'inverse de la célèbre femme à barbe, Jeanne Barnell. Vous dressez son portrait dans votre livre. Sa vie, son histoire personnelle est vraiment bouleversante. Elle s'est vraiment sentie humiliée par Hollywood dans les années 30, et à cette époque, donc, le cinéma explore effectivement un territoire obscur, tabou même, celui des monstres. Et c'est une question que je vais poser à Louis Lancel à la lecture de son livre. N'est-elle pas la grande apôtre, avant tout le monde, du transgenre? Ah, ça, je sais pas. Alors, il y a beaucoup de... Parce que la femme à barbe, c'est étonnant, mais aujourd'hui, évidemment, je fais une lecture de... Oui, justement, je pense qu'il faut se méfier des anachronismes sur ces questions-là, et il y en a beaucoup. Oui. Je crois que Jane Barnell est simplement une femme qui avait une barbe. C'est tout. Mais c'était beaucoup. Enfin, c'est pas si fréquent. C'est à la fois tout et c'est à la fois beaucoup. Oui, parce que ça impliquait un énorme rejet. Elle était complètement à l'écart de toute norme. Mais oui, elle avait une vraie barbe brune. Elle est née en fait avec un visage duveté, c'est ça. Voilà, et sa mère l'a rejetée. Elle s'est retrouvée à moitié vendue à un cirque. À l'âge de 4 ans, c'est des incroyable. Histoires absolument incroyables. Et pourtant, elle a fini par accepter, un peu durement, pas forcément de gaieté de cœur, mais de vendre sa barbe et de devenir un phénomène de foire. Et être un phénomène de foire, ça veut dire passer sa journée dans un stand, à être regardé par des gens qui passent devant vous, qui vous posent des questions, et notamment des questions sur votre sexualité. Bon, c'est pas... parce que ça interpelle cette espèce de mélange des genres. Et elle a dû subir ça toute sa vie. Et ce qui m'a plu, c'est qu'elle a eu une réaction assez saine. Elle a assumé, quoi. Elle a assumé, oui, mais au-delà de ça, elle s'est bâtie une espèce de cocon intime. Elle était mariée, elle avait sa vie tranquille, etc. Elle a eu des enfants qui sont morts assez jeunes. Son histoire est bouleversante de A à Z. Mais il y a cette espèce de résistance. C'est une résistante. Et elle ne résiste pas en se révoltant outrageusement, etc. ou en criant je suis une victime, je suis une victime. Elle se révolte en vivant. Comme les autres. Et revenons donc justement à Hollywood. En 1932, c'était un des personnages du film culte Freaks, qui à l'époque a vraiment, à sa sortie, scandalisé le monde. Oui. Elle, on peut dire qu'elle a été traitée avec cruauté, comme tous les autres acteurs du film, on peut dire non? Oui, ça a été très très compliqué, un tournage très très compliqué, ne serait-ce que les... Freaks, vous allez dire monstre. Voilà, Freaks, vous avez raison de dire. Freaks veut dire monstre, et donc l'histoire se passe dans un cirque, et ça raconte des itinéraires de phénomènes de foire, dont une femme à barbe. Et le tournage a été très compliqué parce que il y a eu une forme de rejet à la MGM, parce que ça s'est tourné dans un très grand studio. Et par exemple, les autres acteurs du studio ou les figurants, etc., ne voulaient pas déjeuner à la même table, par exemple. Donc il y avait comme ça une espèce de... Oui, parce qu'il y avait que des gens complètement déformés, enfin déformés. C'est très impressionnant. Voir le film encore aujourd'hui, moi je ne pensais pas que je serais autant choqué. C'est violent, et pourtant, quand on le voit la première fois, ce film, c'est difficile de rester, rester de marbre. Et pourtant, le message du film, c'est justement d'expliquer que les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Tout à fait. Je crois que c'est assez juste, malheureusement. Et oui. Ce qui est bouleversant dans l'histoire de cette femme, c'est que à une époque de sa vie, elle a cru qu'elle aurait pu avoir une existence ordinaire, comme tout le monde. Elle a même passé pendant 12 ans, elle s'est rasée quotidiennement. C'est incroyable. Oui, qu'est-ce qui fait qu'elle a réussi, qu'elle a compris un jour qu'elle n'aurait jamais une existence normale? C'est un des grands mystères de sa vie. Elle était devenue infirmière ou apprentie infirmière dans un hôpital américain, et elle avait l'air d'être sur des rails pour vivre une vie plus normale. Mais il y a un mystère. Tout d'un coup, quelque chose se passe dont elle refusera catégoriquement de parler aux personnes qui l'ont interviewée, et elle va décider de s'engager dans un cirque, peut-être parce que sa vie serait plus facile, qu'elle pourrait tout simplement être elle-même. Mais ça a été... Le prix à payer a été très cher. Un clown spécial comme dans un cirque, quoi. Elle dit, puisque je suis un animal de cirque,
Je vais l'être complètement. Oui, il y a un peu de ça, et il y a l'idée... C'était son gagne-pain, en fait. C'était son gagne-pain, et c'est ce qu'elle dit, ma barre sera mon ticket repas. C'est ça, exactement. C'est du pragmatisme, elle est extrêmement pragmatique. C'est ça. Ce qui est à la fois, parfois on a envie de la secouer un peu quand on lit son histoire, et en même temps, qui on est pour se dire, voilà, c'est un peu facile de l'extérieur. C'est passionnant. Et ce qui est terrible, ce qu'elle dira des gens, effectivement, qui venaient la voir, elle disait, il y a plus de monstres parmi les visiteurs que dans le sideshow. Oui. Que dans le cirque, oui. Elle a été vraiment... C'est toujours vrai, ça. Oui, puis elle a été au contact de ce mépris qu'elle devait subir toute la journée. C'est ça. C'est quand même assez incroyable comme expérience de vie. Et oui, en tout cas, son physique, heureusement, ne l'a pas empêché d'être heureuse en amour et de se marier 3 fois. Et ce, dans les années 30-40. Et à cette époque, voici l'une des chansons d'amour qui était en vogue. Que je suis heureuse, ma chère, j'en perds la tête. Ah, ce n'est pas de l'amour pour plaisanter. Du beau Raoul, j'ai su faire la conquête. Je suis aimée et je peux m'en vanter. Cet amant-là m'a déjà fait connaître le désespoir, les pleurs, etc. Et oui, Yvette Guilbert, André Yvette Bercor, Guilbert, ça. exactement, artiste de la belle époque. Elle figure dans plusieurs œuvres de Toulouse-Lautrec, et quand elle l'a rencontré pour la première fois, vous en parlez dans votre livre, voilà ce qu'elle a dit de lui. Je restais figée devant le petit machin, figurez-vous la grosse tête de Gnafron posée sur le corps d'un petit nain, une tête énorme, une peau grasse, huileuse, un nez de quoi garnir 2 visages et une bouche balafrant la figure d'une joue à l'autre, ayant l'aspect d'une blessure ouverte, les muqueuses des lèvres aplaties, et Flasque ourlant cette fente obscène. Ah bah, c'est une séduction absolue, ça. Ce physique, il en a souffert, Toulouse-Lautrec. Oui, il en a énormément souffert et ça a changé sa vie profondément. Toulouse-Lautrec, il naît dans une famille de très très haute aristocratie. Il faut bien avoir en tête que tous les souverains d'Europe sont ses cousins. On est vraiment dans un très très haut niveau social. Et sa vie était à peu près sur des rails. Oui, tracé. Oui. Voilà, sauf que tout d'un coup, on se rend compte que son corps ne suit pas. Il se casse une jambe, puis une autre. Il devra vivre avec un squelette extrêmement fragile. Et toutes les parties de son corps ne grandissent pas à la même vitesse. C'est un peu rapide comme résumé, mais c'est un peu ça. Ouais. Et il aura des parties de son corps enfantines et des parties de son corps extrêmement adultes. Ce qui crée un trouble dès qu'on le voit. Et on entendait la description d'Yvette Guilbert, qui est très intéressante, parce que je crois pas qu'on oserait aujourd'hui écrire ça. Ah, c'est clair. Et elle l'écrit dans ses mémoires. Et je trouve ça très intéressant que très très souvent on voit à quel point il y avait beaucoup plus grande liberté de parler du physique, y compris de manière terrible comme ça. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas c'est un. Il y avait en tout cas une plus grande liberté, une très grande liberté. Une très grande liberté. Oui, oui. Mais en tout cas lui il s'en amusait en quelque sorte de son. Alors il s'en amusait, mais il aimait rappeler, il s'en amusait parce qu'il pouvait pas faire autre chose. Oui, exactement. Comme on s'amuse d'une souffrance. Oui, c'est ça. Là aussi c'est devenu un peu sa muse. Il s'est créé un personnage. C'est ça. Le défi pour lui c'était tout simplement de sortir de la cage qui était devenue son corps, et c'est devenu de donner des couleurs à cette vie qui tout d'un coup s'était assombrie par la découverte de la maladie. C'est ça. Et toute sa vie va être une espèce de volonté de vie, de quelque chose de très puissant qu'il va réussir à transfigurer dans l'art. Et oui, c'est ça. Oui, effectivement. Et ce, dès l'adolescence, effectivement, vous le racontez, c'est que le dessin et la peinture lui ont permis vraiment de conjurer son sort, en quelque sorte. Et de conquérir des territoires qui, sans ça, n'auraient sans doute pas pu être conquis. C'est une vie de très très dure frustration, la vie de Toulouse-Lautrec. Par exemple, dans son milieu social, la grande passion, c'était la chasse. C'était de partir chasser. Avec son père. Et c'était de partir avec son père, qui était un grand chasseur devant l'Éternel. Il n'a plus pu, son squelette était beaucoup trop fragile. Alors il s'est mis à peindre des chevaux, notamment. Ça c'est très touchant au début de sa carrière de peintre. Et puis il s'est rendu compte que il pouvait devenir un révolutionnaire de la peinture, et il l'a été. Il a cherché. Il a été ô combien. Oui. Et il a toujours cherché des nouveaux territoires. Lui qui pouvait pas tellement se mouvoir facilement. Ça c'est très intéressant comme paradoxe. Et oui, sa laideur, on peut le dire, ne l'a pas empêché de croquer la beauté du monde. Ouais. Elle a été un moteur. Elle a été un moteur. Parce qu'il a peint des femmes très belles. Enfin, il a des femmes très belles. Peut-être pas, mais je veux dire, sa peinture est une peinture de beauté, pas du tout une peinture de laideur. Oui, des personnes ont voulu le caricaturer en disant que c'était une peinture de laideur, mais je suis d'accord avec vous, je pense que c'est une grosse erreur. Il disait lui-même qu'il cherchait dans la laideur la beauté, les reflets de beauté dans la laideur. Et je crois qu'il les a sans arrêt trouvés.
Et des personnes qui l'ont passionné étaient des personnes qui avaient beaucoup de charisme, comme la Goulue, comme la Môme Fromage, Valentin le Désossé, Valentin le Désossé, qui de Montmartre, qui savaient faire des choses avec leur corps, qui tout de suite créaient une harmonie un peu différente. Et je crois que là aussi il y a une recherche de... Et même dans les bordels, enfin tout le côté maison close et compagnie qu'il décrit magnifiquement. Mais c'est beau, enfin c'est bien sûr. C'est très beau. Oui, mais c'est pas de la laideur, c'est pas la laideur du monde. C'est la beauté là où on ne la cherche pas assez. Et quand même, allez, faisons une petite blague, ça ne fait rien, allons des rats, des pâquerettes. Vas-y. Vous savez, c'est le cas hier. Non, vous allez, non, il va dire, qu'est-ce que t'as fait hier? Ah ben, il dit, je suis allé voir Toulouse-Lautrec, il dit, qui a gagné? Revenons allez, rehaussons le débat. Et à propos de la pâture, une petite citation de Toulouse-Lautrec qui disait: la pâture, c'est comme la merde, ça se sent mais ça ne s'explique. Ça ne s'explique pas. Voilà, exactement. Ouais. Alors dans un instant sur Sud Radio, c'est l'histoire fascinante de Jeanne de France que vous allez nous raconter. Pierre-Louis Lancel, reine de France, elle a été répudiée par son mari à cause de sa laideur. On vous raconte tout dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Eh oui, mais parfois les princes viennent et sont des mufles et les princesses, pas toujours des princesses de contes de fées, Pierre-Louis Lancel. Au cours de l'histoire, eh bien certaines ont été rejetées à cause de leur laideur. Ce fut le cas donc de Jeanne de France. À 12 ans, en épousant son cousin Louis d'Orléans, elle accomplit un devoir dynastique qui s'impose à elle pour la vie. Pourtant, 22 ans plus tard, son mari assure que leur union est nulle, écrivez-vous dans votre livre. Quelles en étaient les raisons? Racontez-nous. À 12 ans à l'époque, hein. Elle s'est mariée très très jeune. Un mariage forcé. Forcé, je sais pas, parce que disons que c'est un mariage politique, comme ça se faisait dans les dynasties européennes à l'époque. Mais donc elle est mariée effectivement à son cousin quand elle est toute jeune, même pas adolescente, et 22 ans plus tard, ce cousin devient roi. Et l'une des premières choses qu'il ait faites, c'est de demander l'annulation du mariage et de lancer un procès dans lequel... Terrifiant, 22 ans plus tard. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on a expliqué à Jeanne que pendant 22 ans, elle s'était trompée, qu'elle n'était pas mariée, que tout ça n'était pas valide. Et il a fallu qu'elle subisse ce procès dans lequel son corps a été l'un des arguments. Parce qu'il fallait prouver que des relations sexuelles normales n'étaient pas possibles. Et donc, ils sont allés dans les détails. Enfin, ça a été ce qu'elle a subi est terrifiant. Ah oui, terrifiant. Dans les détails les plus sordides, certains détails sordides, oui. Oui, parce qu'en fait, elle avait une sorte de malformation qui ne lui permettait pas d'avoir des enfants, c'est ça. Alors, on ne sait pas à quel point. On sait pas à quel point parce qu'elle a refusé de se faire examiner. Elle a totalement refusé à plusieurs reprises, alors que ça aurait sans doute réglé le procès. Et on ne sait pas bien pourquoi. Donc là, il y a un peu une énigme. Est-ce que c'était de la fierté, sans doute bien placée, de princesse? Est-ce que c'était parce que ce que disait Louis XII était vrai? On ne sait pas exactement. Mais elle a dû subir ça. Et derrière, il a fallu qu'elle affronte des tas d'avanies, parce que lors de ce procès, personne ne veut témoigner pour elle, parce qu'elle est face au roi. Elle est face à la cause du roi, donc évidemment personne ne veut témoigner pour elle. Et ceux qui acceptent de témoigner pour elle, en réalité, témoignent pour le roi. Donc c'est terrible. De la même manière, pour avoir des défenseurs, tout le monde se récuse, personne ne veut venir. Il faut que les prélats qui dirigent le procès, que les prélats menacent d'excommunication pour que les gens viennent. Enfin, elle est dans une situation terrible et pourtant, elle se bat et elle refuse de baisser la tête et d'accepter ce qui lui arrive. Enfin, longtemps en tout cas. Et ça, je trouve qu'elle est admirable. C'est l'un des personnages les plus admirables, je crois, du livre. Elle est extraordinaire. Mais les raisons, effectivement, de la nullité de leur mariage n'étaient pas que la disgrâce physique. Il y avait aussi des enjeux politiques. Il y avait des enjeux politiques. Il y avait plusieurs arguments avancés par Louis XII, des histoires de cousinage trop proches.
Et puis surtout, Louis XII considérait que quand il était jeune, Louis XI, donc pas son prédécesseur mais celui d'avant, l'avait obligé à épouser sa fille disgraciée. Ça fait que se venger quelque part. Il voulait en tout cas mettre fin à une situation qu'il n'avait pas souhaitée. Oui, c'est ça qu'il avait pendant subi. tout le mariage, ses témoins assurent que, par exemple, quand il était face à sa femme, face à Jeanne, face à la pauvre Jeanne, par exemple, il lui tournait le dos pour pas donner l'idée d'un consentement. Donc il y a aussi une question de consentement dans cette union qui va être bel et bien annulée. Mais c'est pas la fin de l'histoire et c'est ça qui est important. Parce que oui, effectivement, donc elle ne pouvait pas donner d'héritier aux Valois, mais lui, ce qu'il voulait surtout, c'est épouser Anne de Bretagne. Et oui, il y avait évidemment une histoire dynastique et une histoire d'héritage. Il fallait arrimer cette Bretagne au royaume de France et ça signifiait épouser Anne de Bretagne qui était la veuve de Charles VIII, la propre sœur de Jeanne de France. Donc tout ça, on est dans des histoires de famille un peu compliquées, c'est un peu Dallas, Dallas à la cour de France. Mais voilà, il y avait de tels enjeux que Jeanne, toute fille de France qu'elle était, Jeanne n'avait pas de possibilité de s'en sortir en réalité. Alors la nullité de leur mariage sera finalement prononcée le 17 décembre 1498. Sur quels critères les juges ont fondé cette décision ? Ils ont donné raison à Louis XII. Comme Jeanne a refusé de se faire examiner, ils ont estimé que la version de Louis XII était la bonne et que elle pouvait pas sans doute avoir d'enfant. Alors c'est difficile de vous répondre de manière plus précise que ça parce que dans ce genre de procès, le motif, n'est jamais précisé. Mais on pense que c'est ça. On pense que c'est l'incapacité sexuelle effectivement de Jeanne son incapacité à avoir des enfants et en corollaire, le problème du consentement du roi, de Louis XII. Et oui. Alors, le 8 juillet 1499, Anne de Bretagne donc, devient l'épouse de Louis d'Orléans. Et après tant de malheurs, donc Jeanne, elle, va fonder un ordre religieux. Et oui, Louis XII a été très dur avec elle, mais il faut reconnaître qu'après l'annulation du mariage, il se montre bon prince. Il était temps, vous me direz. Mais il lui donne des moyens financiers, il lui donne un territoire à gérer, etc. Enfin, des choses importantes. Et elle, Jeanne, avec son argent, avec ses moyens, elle ne décide pas de vivre la belle vie, comme on pourrait le penser de manière un peu vulgaire et un peu bourgeoise, sans doute. Elle, ce qu'elle va décider, c'est de suivre sa vocation profonde, qui était une vocation religieuse, en réalité. Et elle va fonder un ordre religieux qui s'appelle les Annonciades, qui existe toujours. Et elle va ensuite entrer dans cet ordre, elle va entrer en religion, et elle meurt. Et ce qui est fou avec elle, c'est qu'il y a un retournement. C'est-à-dire qu'après sa mort, comme elle meurt en odeur de sainteté, son corps, qui avait été un repoussoir pour Louis XII, son corps va devenir vénéré. Et on va venir prier sur sa tombe, à proximité de ce corps. Et Louis XII compris. Là, c'est la géographie de Jeanne qui nous le dit. Voilà, on n'est pas obligé de tout croire dans la géographie de Jeanne, mais il semble que Louis XII soit venu prier pour le salut du royaume auprès de cette femme qu'il avait rejetée. C'est quand même assez peu commun comme histoire. Ah oui, elle sera canonisée en 1950. Oui, elle est canonisée plusieurs siècles après, oui. Oui. Alors, ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que vous dites « Les moches auraient des raisons de réclamer justice leur nuit du 4 août ». Oui, parce que on donne beaucoup de privilèges à la beauté dans le monde. Et il y a certains moches qui ont trouvé une forme de privilège dans la laideur. C'est sacrément courageux. Pierre-Louis Lancel, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre « Éloge des moches » est paru aux éditions Perrin. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.